Chers spectateurs de Kurdistan 1, bienvenue pour ce nouveau numéro de notre série podcast intitulé Le Retour au pays. Bonjour Dylan. Bonjour Armange. Donc aujourd'hui un épisode consacré à l'indépendantisme du Kurdistan en Irak. On va parler bien sûr donc de l'apogée de cet indépendantisme en 2017 avec le référendum, de l'historique un petit peu et globalement de la situation actuelle de la région autonome du Kurdistan. Effectivement, c'est un sujet très intéressant, donc qui date pas d'hier. Ça fait plusieurs décennies que ces velléités d'indépendantisme, d'indépendance existent. Et le dernier épisode était 2017. Et ce référendum, on va revenir un petit peu sur l'historique de cette région, de ce peuple, et la complexité de la situation aujourd'hui, notamment sur les 3 dernières décennies. Voilà, exactement. Donc quand on parle de région autonome du Kurdistan, donc c'est une région composée d'aujourd'hui 4 provinces, donc Dohuk au nord, Erbil, Süleymaniye, Halabja. Et donc ces 4 provinces irakiennes forment ce qu'on appelle la région du Kurdistan, donc qui est une région autonome au sein de l'État fédéral irakien, donc qui est reconnue par la Constitution de 2005. Et on vit nous-mêmes actuellement donc, dans cette région autonome du Kurdistan. Et donc, pour ceux qui voudraient comprendre un petit peu plus, ça peut ressembler en certains points au Québec, la place du Québec au Canada. Donc, on est effectivement, comme tu l'as dit, on vit dans cette région, à Erbil, dans la capitale de la région autonome du Kurdistan irakien. Voilà, donc Erbil, qui est le nom et de la province, et Erbil, c'est le nom de la ville, donc qui a donné son nom à la province d'Erbil. Donc 2005, on l'a dit, c'est la reconnaissance officielle de la région autonome du Kurdistan dans le cadre de cette nouvelle Irak fédérale, mais en réalité la région est déjà autonome de fait depuis 1991. Et donc 1991, ça fait suite à l'invasion du Koweït par les troupes de Saddam Hussein et donc l'Irak qui envahit le Koweït. Et la guerre du Golfe qui s'ensuit, donc justement effectivement la coalition de 30 ou 40 pays qui attaque l'Irak pour faire sortir légitimement l'armée irakienne du Koweït et donc qui installe dès 91 cette zone d'autonomie au Kurdistan. Alors, il y a des révoltes qui éclatent à l'époque. On en parle dans d'autres épisodes, notamment consacrés peut-être plus au processus politique irakien, à l'histoire irakienne. Mais donc suite, oui, effectivement, cette guerre d'agression de l'Irak sur le Koweït, la coalition internationale intervient. Fait sortir les troupes irakiennes du Koweït et les combats même en Irak et jusqu'aux portes. La coalition arrive jusqu'aux portes de Bagdad. Et donc à ce moment-là, les chiites au sud et les Kurdes au nord se soulèvent contre le gouvernement irakien de l'époque, donc le gouvernement base de Saddam Hussein. Répression sanglante contre les chiites au sud et contre les Kurdes au nord. Il y a un afflux de réfugiés à ce moment-là en 91 qui s'agglutine aux frontières de l'Iran et de la Turquie. Et intervention du Conseil de sécurité des Nations Unies, la résolution 688. De mémoire, j'ai fait un article dessus, mais vous pourrez retrouver l'article sur le site de Kurdistan In, notamment sous l'influence de la France. Et donc là, il y a une zone d'exclusion aérienne qui est instaurée, ce qui va permettre aux Kurdes de revenir et aux forces Peshmerga kurdes de l'époque d'installer cette région. Donc il y a des pourparlers en 91-92 avec le gouvernement central à l'époque qui n'est plus en capacité de toute manière de contrôler la région. Et puis donc il y a une autonomie de fait de la région depuis 1991. C'est ça, et les premières élections d'ailleurs dès cette époque-là, dès l'année suivante. 1992. C'est ça, les premières élections au Parlement du Kurdistan irakien. Voilà. Et voilà, tout le processus qui s'ensuit. Aujourd'hui, on est un peu plus de 3 décennies plus tard. Des choses ont évolué. Cette autonomie a été constitutionnalisée, comme tu l'as dit, en 2005, avec la nouvelle constitution irakienne. Et il y a eu ensuite des hauts débats, à la fois dans la relation Erbil-Bagdad, mais également au sein de cette région autonome du Kurdistan. On va y revenir, notamment la guerre civile des années 90, et puis ensuite les évolutions positives, mais aussi les difficultés de cette région depuis 2003 et depuis 2005, disons aussi. On arrive à 1991 et l'instauration de cette fameuse région de fait autonome. Exactement, et donc on est en période d'embargo, donc la situation est compliquée dans tout le pays. Les gens commencent à vivre dans la pauvreté et la misère.
donc du fait de cet embargo qui touche tout le monde et qui est peut-être même encore plus dur ici, dans cette nouvelle région de fait autonome du Kurdistan. Et donc à l'époque, au pouvoir central, on n'a pas forcément le PDK dès le départ. Il y a eu une alternance politique jusqu'au début des années 2000. Ici, tu veux dire dans dans la région du Kurdistan. Oui, voilà. Alors, irakien. ouais, donc ce qui se passe, c'est que 91, effectivement, situation extrêmement compliquée pour l'ensemble du pays, puisque embargo suite à l'agression du Koweït par l'Irak. Embargo terrible qui va faire des centaines de milliers de morts, notamment des enfants, du fait du manque de médicaments et de nourriture. De besoins de première nécessité. Ouais. Donc les Kurdes se retrouvent à diriger cette région, à l'administrer seuls. Le pouvoir central, bien sûr, retire tous ses fonctionnaires et son budget. Et à ce moment-là, il y a deux partis, les deux principaux. Il y a plusieurs partis politiques qui ont participé aux différentes révoltes des Kurdes contre le gouvernement irakien. Mais principalement, c'est quand même deux partis qui ont le plus de partisans, de nombre de peshmerga, donc de combattants, donc l'UPK et le PDK. Des élections sont organisées, comme on l'a dit tout à l'heure, en 1992. Alors le PDK l'emporte d'une courte tête, mais un accord est trouvé parce que les forces sont quasi égales et que les deux ont des hommes armés, enfin en tout cas des forces militaires. Un accord est trouvé pour finalement se partager le pouvoir. C'est ce qu'on appellera le 50-50 en anglais, c'est-à-dire que le pouvoir est partagé à part égale entre ces deux partis. Mais malheureusement, ça ne va pas très bien marcher puisqu'il y a des rivalités, il y a des ambitions peut-être personnelles de part et d'autre. Et une guerre civile va éclater. C'est ça. Et il faut comprendre donc qu'on n'est pas sur une lecture classique d'une situation politique, puisque, comme tu l'as dit, on a des partis politiques, mais qui ont aussi des forces armées. Les peshmergas, chacun a ses peshmergas, et aussi des logiques tribales. Donc on a des tribus qui suivent ce parti et d'autres tribus qui suivent ce parti, et même au-delà de ça, même territoriales, d'une certaine manière. Oui, même si ça a été amené à évoluer. Alors ça a évolué selon les périodes. Effectivement, on peut dire que jusqu'à présent d'ailleurs, et même historiquement, disons que l'assise populaire ou partisane de l'UPK, donc l'Union patriotique du Kurdistan, qui est issue de la scission de 75, est plutôt dans le sud de la région. Donc ça va être la région de Souleymanie, Halabja, etc. Et plutôt le PDK plutôt dans le nord, à partir de Erbil, de Houk, Zahro et ces zones-là. Mais il y a eu un moment quand même dans les années 90 jusqu'au début des années 2000, c'est l'UPK qui contrôle Erbil aussi. À ce moment-là. Non, c'est jusqu'à 97, je crois. Alors, il le contrôle. Alors, c'est la guerre civile. C'est la guerre civile, exactement. Voilà, donc c'est 94, 97, là, c'est les combats. Avec bien sûr les pays voisins qui vont intervenir et armer les uns et les autres et pousser aussi à ce conflit. Donc, à ce moment-là, jusqu'à 97, l'UPK, je crois, contrôlait militairement Erbil et avait beaucoup de partisans aussi. Ouais. Le PDK récupère Erbil en 97. Et des accords de paix sont signés entre les deux parties, mais bon, là, la situation est fragile, la situation économique est mauvaise, la guerre a fait beaucoup de victimes, économiquement, la situation reste très difficile. Ouais. Et c'est quelque chose qui a marqué l'esprit des Kurdes aujourd'hui encore, qui emploie un terme, Brakouji, il me semble. Dire le fratricide. Le fratricide, exactement. Puisque c'est des Kurdes qui sont censés avoir la même volonté, notamment d'indépendance, et qui s'entretuent pour des luttes de pouvoir. Donc c'est quelque chose qui est toujours marqué. Ouais. Il faut dire que bon, c'est pas une histoire très ancienne non plus, donc les témoins de l'époque sont toujours on est exactement 30 ans après, bien sûr. Donc effectivement, ça a beaucoup marqué les esprits. Et puis donc, bon, cette division va durer un temps. Donc finalement, en 97, la région d'Erbil et de Duhok, donc les deux provinces d'Erbil et de Duhok sont sous contrôle PDK, et la province de Souleymanie, Halabja, n'est pas encore une province à l'époque et sous contrôle UPK. Et puis ça va durer comme ça, chacun va administrer sa zone. Jusqu'aujourd'hui, on est toujours dans cette alors aujourd'hui, avec des débats, bien sûr. Mais ouais, aujourd'hui, c'est quand même, les zones d'influence sont quasi les mêmes. Les zones d'influence, effectivement, mais même ça va jusqu'au contrôle des points de passage des frontières, le contrôle des checkpoints. On change de parti politique d'une région à une autre au sein du Kurdistan, et effectivement les centres de pouvoir qui sont différents, les politiques qui sont différentes. Alors, jamais eu, c'est vrai, de modification ni des forces armées,
Voilà, donc C'est ça. c'est un des objectifs d'ailleurs aujourd'hui. Mais en tout cas, bon, en 2003, invasion américaine, énorme opportunité pour les Kurdes, opportunité politique, j'entends. Mhm. Étant autonome depuis 91, malgré ces épisodes difficiles de la guerre civile, etc., ils ont quand même une administration qui fonctionne plutôt, une police, une sécurité, même des C'est ça. forces armées, Peshmerga. Donc ils vont aider les Américains dans la guerre de 2003, participer grandement à la création de ce nouvel Irak fédéral, Oui. en adoptant la constitution de 2005 avec le reste du pays, même si bon, les sunnites s'y opposent, mais ça on en reviendra dessus sur un autre épisode. Et donc 2005, création de la région autonome de manière officielle. Et qui est en fait une victoire en réalité pour les Kurdes, même si elle n'est pas forcément interprétée par tout le monde de cette façon, mais c'est la première fois qu'on a une place aussi importante du Kurde, du Kurdistan, de la langue kurde au sein de l'appareil d'État irakien. Aujourd'hui encore, on prend n'importe quel papier d'identité partout en Irak, il est rédigé à la fois en kurde et en arabe. Et donc depuis les années 2000, on a cette place importante du Kurdistan au sein de l'Irak, et le parti, le PDK, fait aussi a une influence très importante, même à Bagdad, au Parlement irakien. On verra ça dans un autre épisode, mais c'est une victoire pour moi notable, c'est comme ça que je l'interprète. Et depuis les années 2000, donc on a cette autonomie, cette stabilité aussi du Kurdistan, alors que Bagdad, notamment, le sud de l'Irak, a traversé une période de chaos, de violence très importante, dans les années 2000 en particulier, et également entre 2014 et 2017, avec l'organisation de l'État islamique qui était juste à nos portes, du côté de Mossoul, de la plaine de Ninive. Donc, pendant ce temps-là, le Kurdistan a pu s'installer durablement, a pu construire quelques infrastructures, que ce soit politiques, administratives, ou aussi beaucoup plus concrètes, matérielles, donc économiques, pas forcément complètes ou comme il l'aurait fallu totalement, mais en tout cas a pu construire une région stable, avec une bonne sécurité, des services de sécurité, de police, de renseignement plutôt efficaces, et dans un contexte fragile. Donc ça, on peut le saluer. Et donc on arrive ensuite au référendum de 2017, et si tu veux, on peut écouter un... Oui, alors avant d'écouter Amitom, oui, comme tu le disais, donc l'après-invasion américaine, finalement, période presque jamais vue dans l'histoire récente, moderne des Kurdes, puisque les Kurdes, contrairement au reste du pays, qui va sombrer dans le chaos, et la Syrie voisine aussi un petit peu plus tard, qui va à partir de 2011, dans le chaos, et toute la région qui s'embrase, le Kurdistan, finalement, c'est un havre de paix dans une région fragile. Refuge pour beaucoup d'autres gens. Donc c'est vrai qu'il y a une prospérité économique aussi, une stabilité que les Kurdes n'ont jamais vraiment connue, et qui va permettre de mettre en place pas mal de choses. Et puis on arrive à 2014. Déjà à l'époque, donc Massoud Barzani, président de la région, fils de Mostafa Barzani, avec la prise de contrôle par l'organisation État islamique d'un tiers quasiment du territoire irakien, l'effondrement total de l'armée irakienne dans le nord du pays, et cette débandade, Massoud Barzani parle déjà de référendum en 2014. Et puis, il se trouve que l'organisation État islamique tourne ses armes vers le Kurdistan à ce moment-là, et que pendant il y a 2-3 années de guerre jusqu'à 2017, en Irak en tout cas officiellement. Et donc l'idée pendant la guerre est abandonnée. Puis il y a aussi les sanctions économiques du gouvernement central de Bagdad sur la région autonome du Kurdistan, donc qui coupe les budgets, etc. Donc période de trouble de guerre, mais l'idée du référendum refait surface en 2017. Donc Massoud Barzani, qui est à son dernier mandat en tant que président de la région, ne voyant pas d'issue politique favorable, puisque la guerre contre Daesh étant terminée, les problèmes avec le gouvernement fédéral de Bagdad ne sont toujours pas résolus. La région est dans une situation quand même très compliquée déjà à l'époque économiquement. Beaucoup d'argent dépensé. Des salaires non payés. Donc, décide d'organiser un référendum sur l'autodétermination. Référendum de 2017, donc qui fera
le oui l'emportera à 92% avec un taux de participation entre 75 et 95. Alors ça, c'est C'est- des chiffres officiels, effectivement, mais on a énormément de témoignages aussi d'irrégularités qui ont pu avoir, mais aussi, alors je me souviens, j'étais ici à cette époque-là, une campagne qui n'est pas celle qu'on aurait pu espérer, qui n'est pas totalement libre, avec Bah, une pression personne. pour le oui, une pression importante pour le oui. Il y a un seul politique de mémoire, un seul parti politique de mémoire qui n'était pas pour le oui, qui était pour le non, et encore, c'était un non très nuancé en disant non pas pour aujourd'hui. Donc, Nabo Esta. Oui, voilà. Et donc, c'était le parti Nouvelle Génération, Oui, donc un des partis issus d'un nouvellement autre parti, créé, lui-même issu d'un autre parti. issu de scission. Et voilà, c'est des scissions de scission, effectivement. Et donc, qui a essayé de faire passer le message de on n'est pas contre, mais pas pour tout de suite. Et ça s'est plutôt mal passé. Et ensuite, effectivement, le, les résultats des élections sont probablement un oui De toute façon, assez oui, important, le mais, résultat ne faisait pas de doute de mais toute manière. voilà, mais C'est les pour ça chiffres aussi que les partis politiques voilà. n'osent peut-être pas s'y opposer parce que au sein de la population, tout le monde Disons le qu'il y a sait. ce rêve kurde qui est en Voilà. toile de fond, quelle que soit la situation Donc, politique ou économique, il y a ce rêve kurde qui est toujours présent au sein de la population. Mais voilà, simplement, il faut nuancer ces chiffres voilà, il y a beaucoup de fraudes qui sont documentées à ce moment-là au sein des bureaux de vote. alors, il y avait des observateurs, beaucoup d'observateurs internationaux à Oui. l'époque. Donc, Mais je ne sais pas si ça leur a pas en donné d'autres chiffres. Mais en tout Oui. cas, bon, donc la victoire de oui ne faisait pas de doute de toute manière Oui. dès le début. Et notamment au sein de ceux qui ont voté. Parce que ceux qui étaient contre, en fait, c'est comme dans C'est pas mal de pour ça que je parlements. pense qu'il n'y a pas eu Les besoin gens finalement de trop de bourrer les urnes ou de truquer parce que finalement le taux les abstentionnistes, c'est ceux qui étaient contre en réalité. C'est ça. Euh, Et ils étaient probablement un peu plus nombreux en fait que ce qui est officiellement été présenté. Un taux de participation de 75%, c'est rare Peut-être dans pas pour un l'histoire référendum électorale. d'indépendance pour un peuple qui se bat Oui. depuis 100 ans. Je suis pas sûr que c'est pas exceptionnel non plus. Hein. Je suis pas sur les chiffres. Bon, à quelques pourcents près, le résultat ne faisait pas de doute et la volonté. Le ne résultat, faisait pas oui, de je doute. suis d'accord sur le résultat et la volonté, c'est simplement les chiffres que je voulais nuancer. Donc référendum de 2017, bon, qui est gagné par le oui, mais finalement donc réaction des pays voisins et de Bagdad avec le blocus. Et donc finalement l'indépendance n'aura pas lieu et la région sortira finalement affaiblie de ce référendum puisque elle va perdre le contrôle des territoires dits disputés qui avaient été récupérés en 2014 au moment de l'attaque de Daesh. C'est ça. Donc on va écouter maintenant le témoignage de Tom, donc, qui est un ami chercheur qui travaille sur la région du Kurdistan et notamment sur les partis politiques dont l'UPK. Et donc il va nous donner son analyse de la situation. Ou en Syrie, et aussi de la crainte d'un effet de déstabilisation, parce que le statut particulier et de fait exceptionnel de cette autonomie kurde irakienne permet aussi le déploiement de stratégies d'influence, qu'elles soient iraniennes, turques, américaines ou même irakiennes. Et cette tentative ratée, elle a surtout en fait tendance à précariser cette autonomie en fragilisant le soutien qui pouvait exister, notamment du fait des États-Unis et d'autres partenaires internationaux, et puis surtout de permettre le redéploiement de l'État central dans les territoires disputés, et donc la reprise du contrôle de certains espaces stratégiques, notamment les champs de pétrole, la ville de Kirkouk, et puis plus largement en fait près de 30% du territoire de la région autonome. Depuis, ce qu'on a vu ici sur le terrain, c'est surtout un effacement des revendications nationalistes dans les discours des deux partis dominants, même si l'UPK a été déjà moins engagé sur cette question du fait de ses relations avec Bagdad. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que les velléités populaires ont complètement disparu. On entend encore de nombreuses personnes aspirer à l'établissement d'un État souverain, mais ce qu'on tente à observer, c'est surtout une dépriorisation. Cette dépriorisation, elle est notamment due à l'échec de 2017, la réalisation de
l'impossibilité de mener un tel projet, mais aussi plus largement, je pense à l'échec des partis nationalistes kurdes à répondre aux besoins de leur population, notamment en matière de salaire, d'emploi, de confort de vie, là où Bagdad se positionne de plus en plus comme un distributeur de ressources plus fiable et plus capable. Et ça nous dit des choses plus larges, c'est dynamique, qui est que d'abord, on semble arriver à la fin d'une ère nationaliste avec une prise plus faible des discours d'indépendance, et qu'ensuite, cette fin d'ère signe aussi le retour de celle du modèle de l'État-nation. Et ça, ce n'est pas juste une observation irakienne, parce que si on s'en réfère à la communauté kurde, on peut aussi observer des mécanismes similaires, avec un redéploiement fort de l'État central en Turquie, mais aussi une précarisation de plus en plus importante de l'autonomie kurde au nord-est syrien, bien que l'État syrien soit encore loin du niveau de redéploiement qu'on peut observer en Irak. Et donc sur l'avenir de l'autonomie et de l'indépendance kurde irakienne, même si on ne peut pas faire de prédictions exactes, il semble quand même que ce soit des aspirations qui s'éloignent de plus en plus, avec une reprise de contrôle de Bagdad, notamment sur la distribution des salaires, le contrôle du pétrole et du gaz, l'organisation des élections, et peut-être, à l'avenir, à d'autres compétences, comme le militaire ou la représentation internationale. Voilà, analyse très complète de Tom, effectivement. 2017 et après donc cet échec, il faut savoir qu'en 2017, donc, comme il le dit, ça n'arrange personne, ni la communauté internationale, j'entends les alliés traditionnels, donc les pays occidentaux, les États-Unis bien sûr, des Kurdes. Les pays voisins, bien sûr, ils sont opposés parce que eux-mêmes ayant des minorités kurdes, voilà, pour eux c'est impossible. Ils sont parfois plus nombreuses qu'en Irak, notamment en Turquie, où ils sont à peu près 40 millions de mémoire. Oui, voilà. Donc 10 fois plus quasiment qu'au Kurdistan irakien. Oui, alors les Turcs le perçoivent, eux, comme une menace mortelle. Oui. D'ailleurs, à l'époque, la Turquie était vivement opposée. Monsieur Erdogan Oui. sortait tous les jours à la télévision pour quasiment insulter. C'est ça. Et on est quelques jours après sa visite. Voilà, et il est finalement, parce que les raisons économiques sont plus importantes. la politique et la politique, bien sûr. Ouais. Et donc oui, effectivement, donc après 2017, effectivement, le discours change un petit peu, puisque donc ça, c'est un échec. La région perd beaucoup de territoires, notamment les champs pétrolifères et les régions de Kirkouk. Et donc, les difficultés économiques continuent. Et finalement, on voit comme une impossibilité pour cette indépendance, parce que ça ne dépend pas des peuples finalement. Il y a des réalités géopolitiques, stratégiques, qui font que tout le monde est opposé à cette indépendance finalement, et elle semble bien difficile à acquérir. C'est ça. Et alors, effectivement, on a atteint ce pic en 2017. Aujourd'hui, cette volonté est retombée. Comme le dit Tom dans l'image populaire, dans l'esprit populaire, il y a toujours ce rêve d'indépendantisme, probablement chez les dirigeants aussi, mais la conjoncture est devenue beaucoup plus difficile et ne permet pas aujourd'hui d'envisager cette indépendance. Il y a aussi une désillusion au sein de la population qui, finalement, un peu comme tout le monde, qu'on appelle ça Kurdistan, Irak, Empire ottoman, peu importe, au quotidien, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir manger, vivre, travailler et avoir des conditions de vie normales, disons, et notamment des services publics. Et là, on peut pointer peut-être du doigt des erreurs ou des échecs sur ces 30 dernières années, des différents dirigeants de ce territoire qui auraient pu, alors évidemment, on va dire c'est facile de le dire avec le recul, mais qui auraient pu se concentrer un petit peu plus sur le développement d'infrastructures, d'une administration efficace, de services publics en fait, surtout, qu'on a perdu, qu'on a délaissé même depuis les années 80 et 90, d'abord pour des raisons d'embargo, et ensuite, à partir de 2003, c'est parce qu'on entre dans l'ère capitaliste du Kurdistan et du reste de l'Irak, qui fait qu'on va investir dans le secteur privé et oublier le secteur public. Et c'est très criant dans le secteur de l'éducation et de la santé. Et effectivement, ces deux piliers, l'éducation et la santé, sont absolument essentiels pour pouvoir envisager un avenir politique d'un territoire quel qu'il soit. Et ce n'est pas propre au Kurdistan. Et on le voit par exemple avec
le nombre de cliniques privées qui a explosé ici, alors que les hôpitaux publics n'ont pas bougé et qu'il y a même un désinvestissement, ou alors les écoles publiques qui sont délaissées ou les universités publiques qui régressent en termes de qualité d'enseignement et de recherche au profit des universités privées. Et souvent, c'est là où la population de cette région n'est pas satisfaite de cette situation. Souvent, on retrouve à peu près les mêmes personnes ou des mêmes cercles de personnes entre l'univers politique, l'univers privé ou à but lucratif en général, les entreprises, les universités. Oui, on peut plus un problème de corruption classique et plus que de capitalisme, parce qu'on peut être un pays libéral. Bon, alors, on n'est pas peut-être pas bien sur sûr. la longueur d'onde sur le C'est- libéralisme. ouais. Mais oui, effectivement, donc échec, c'est facile de le dire avec le recul, mais effectivement, la région n'a aujourd'hui pas les moyens, disons, on n'a pas réussi tout sur le plan économique. Ouais. C'est déjà très bien par rapport au reste de l'Irak, je veux dire, bien sûr, mais il y a aujourd'hui, de la part de la population, peut-être une envie de retour à la vie normale. Oui. Après ça, les partis politiques également, comme le disait Tom, c'est vrai, c'est plus la priorité. Oui. Maintenant, on parle plutôt, depuis 2017, on essaye de remettre les choses un petit peu en place avec Bagdad et le gouvernement, non pas central, mais fédéral. On essaye de trouver des accords politiques avec Bagdad. Donc les Kurdes participent aux élections, au gouvernement en Irak, comme toujours depuis 2005, puisqu'ils se retrouvent, comme tu l'as dit, c'était une position assez favorable en 2005, un petit peu faiseur de roi. Et donc aujourd'hui, je pense que la priorité, et pour les dirigeants et pour la population, c'est de normaliser la situation économique, de retrouver un souffle économique, de restabiliser un petit peu tout ça. Et de toute façon, cette question reviendra. Probablement, évidemment. Et il faut aussi souligner la grande victoire des Kurdes sur ces dernières décennies, qui est la sécurité, la stabilité de cette région. Dans le chaos. Voilà. Oui. Alors que tout ce qui nous entoure était dans le chaos, que ce soit en Irak, mais même en dehors. Notamment en Syrie, les difficultés qui existent en Iran et les conflits entre Kurdes et Turcs qui existent toujours. Donc de l'autre côté de la frontière, ou même chez nous d'ailleurs. Oui, finalement, quand on critique, donc il y a plein de choses à critiquer. Oui. Par contre, c'est évidemment une critique bienveillante, disons. Mais même pas forcément, mais en tout cas, je dirais que c'est les gens, la région s'en est plutôt bien sortie par rapport au reste de l'Irak d'une part, mais aussi à d'autres pays voisins, beaucoup plus puissants, beaucoup plus grands. Voilà, et en termes de prospective, pour moi, aujourd'hui, on est à un tournant et il faut faire les bons choix. Et donc les Kurdes ont cette opportunité, d'abord parce que c'est des pouvoirs politiques bien organisés à l'échelle de l'Irak. Ils ont les partis politiques peut-être parmi les mieux organisés, les plus efficaces, les plus cohérents et relativement inclusifs, qui peuvent en tout cas inclure d'autres composantes du peuple irakien, pas uniquement les Kurdes. Donc ça, disons que c'est leur force, et il faut, à mon sens, qu'ils réussissent à transformer ce pouvoir, cette présence dans tout l'Irak, comme on l'a dit, partout administrativement, le Kurde est présent, transformer cela en une amélioration des conditions de vie de la région du Kurdistan, et pourquoi pas une implication plus grande dans la politique de l'Irak fédéral. Et donc ça passe notamment par des choix, des arbitrages à faire. Donc peut-être un meilleur investissement, comme je me répète, mais dans les services publics, et parce que c'est ce qui fera finalement la pérennité de ce territoire, et notamment et du fait de sa population qui sera... moi j'aurais dit plus d'opportunités pour l'initiative privée pour permettre... Alors ça va de pair, mais l'initiative privée pour tous. Oui, voilà, bien sûr. Voilà. Et donc... Pour cela, il faut un pouvoir des réformes structurelles sur le plan du droit, notamment le combat contre la corruption, ça fait quand même qui mine un petit peu le... C'est ça. Et parce qu'aujourd'hui, on le voit, en fait, toutes les semaines, tous les mois, des gens continuent d'émigrer, de quitter l'Irak, bien sûr, mais le Kurdistan aussi. Et quand on leur demande pourquoi, ils disent tous, comme tu l'as dit, il n'y a pas d'opportunité économique, forcément.
Et il n'y a pas non plus de compensation, c'est-à-dire que s'il y a pas forcément de travail dans le secteur privé, Alors qu'il y a un énorme potentiel. alors qu'on a un énorme potentiel. Il y a beaucoup de choses à faire Exactement. dans tous les secteurs. Hein. Donc voilà, soit dans le secteur privé, mais avec une capacité à avoir cette initiative pour tous, soit dans le secteur public, ou en tout cas au minimum avoir ces services publics pour tous. Et là encore, notamment la santé et l'éducation. Aujourd'hui, les gens me disent, moi je suis fonctionnaire, mais je ne suis pas payé. En fait, depuis 10 ans, j'ai peut-être un tiers de mon salaire qui n'a pas été payé, voire plus. Et il y a cela. Il y a mes enfants dont les conditions d'enseignement se dégradent. Et ensuite, il me dit, moi, si demain je suis malade, je vais où puisqu'il y a ce désinvestissement dans la santé publique. Donc, pour moi, c'est assez simple. Si on veut... Que les Kurdes ont ça entre les mains. Ça, c'est Oui. l'échelle à pouvoir laquelle d'action. ils peuvent agir. Voilà. Après, pour en revenir à la lutte d'indépendance, par exemple, où ça, c'est des choses qui dépassent la volonté des Kurdes. De toute façon, même s'ils avaient été parfaits, même si sûr. la région était gérée de manière parfaite, il y a des réalités qui font que ça dure depuis des siècles et même peut-être des millénaires. Oui. Entre l'Empire perse et l'Empire ottoman, donc aujourd'hui la Turquie et l'Iran, c'est des choses qui dépassent la volonté des Kurdes de toute manière. Donc même en étant parfait, et même de l'Irak, je dirais. C'est-à-dire que peut-être que si l'Irak était un pays où il n'y avait pas autant d'ingérence et qui n'était pas aussi faible par rapport aux voisins ou à d'autres puissances mondiales, peut-être que les Kurdes et les Irakiens auraient réglé leurs problèmes, peut-être que l'indépendance aurait été acceptée, peut-être qu'un fédéralisme généralisé à l'Irak, peut-être qu'une solution politique aurait été trouvée, mais de toute manière, l'Irak non plus n'est pas maître de ses décisions. Oui. Et donc finalement, donc l'échec du référendum et de l'indépendance du Kurdistan, on le doit plus à l'Iran, Oui. un peu moins à la Turquie et aux États-Unis. C'est quelque chose qui dépasse la volonté des Irakiens en général et des Kurdes en particulier. Et ensuite, il y a des questions plus de fond, et là je le dis en tant que non-kurde effectivement, mais on est sur un territoire mixte entre différentes ethnies, différentes religions, différents types de populations, et puis pas seulement au sein du Kurdistan, mais aussi dans le reste de l'Irak, où on avait énormément de Kurdes. Tout le Proche-Orient. Qui étaient, tout le Proche-Orient effectivement, mais si on revient à l'Irak, la Mésopotamie même, on avait par exemple énormément de Kurdes à Bagdad, on avait beaucoup de Kurdes répartis au-delà de ce qui est aujourd'hui le Kurdistan irakien, et à l'inverse, à l'intérieur du territoire du Kurdistan irakien, on a d'autres populations tout aussi légitimes, mais qui n'entrent pas forcément dans le schéma, ou en tout cas dans l'imaginaire kurde, dans le rêve kurde. Donc, il y a plein de nuances qu'on peut... le nationalisme kurde n'est pas ethnique. Puisqu'on parle du Kurdistan, jamais de... Oui, alors c'est une nuance, mais on a en parallèle on va avoir en parallèle un nationalisme assyrien, qui est beaucoup plus faible du fait du nombre de personnes vivant ici, mais qui correspond plus ou moins en fait aux mêmes zones de peuplement. Et donc voilà, il y a des choses qui se font en parallèle, et c'est pour ça que moi je suis un peu réaliste, disons, et je n'adhère pas vraiment à un des nationalismes, même celui qui pourrait être le mien, et je suis convaincu que quelle que soit la forme que ça aura demain ou que ça a aujourd'hui, cette entité politique doit être inclusive, et le sera. Dans tous les cas, on est condamné à la coexistence, et c'est une bonne chose. C'est la richesse de notre région. Je vois aucun parti politique nationaliste kurde, par exemple. Non, personne ne l'exclut dans son discours, évidemment. Non, on est plutôt... Il y a d'autres nationalistes qui le sont pas, par exemple, qui annoncent la couleur dès le début. Le nationalisme qu'on a eu ici en Irak pendant des années sous le Ba'ath, c'est un nationalisme arabe, donc pan-arabe, qui est excluant pour tous les non-arabes. Il y a eu l'idée d'un nationalisme irakien à un moment. Il y a eu ça effectivement, il y a aussi le pan-kurdisme pour certains. Voilà, il y a tout un tas de choses. Et pour moi, tous ces nationalismes-là ne sont pas crédibles, puisqu'on doit... Enfin, c'est pas qu'ils ne sont pas crédibles, je comprends, mais voilà, la réalité, c'est que il faut vivre ensemble, et voilà, peu importe, on ne peut pas être... Pour l'instant, cet État existe, jusqu'à quand, on ne sait pas.
Alors les scénarios réalistes. Ouais. Pour l'instant, les Kurdes sont retournés à la table des négociations avec le C'est ça. gouvernement fédéral. Et puis il y a des tendances intéressantes aussi sur l'ensemble du pays. Une forme de stabilité, plus ou moins, mais il faut prendre l'échelle de 10 ans ou 20 ans, qui se développe. L'Irak qui a récemment accueilli des sommets du Moyen-Orient et qui est devenu un acteur central de la politique du Moyen-Orient. Et avec un peu d'intelligence, on peut prospérer sur cette base, à la fois au Kurdistan et dans le reste de l'Irak. L'avenir nous le dira. Je n'y crois. Je crois qu'il y a des divisions tellement structurelles que ça peut pas marcher, Ouais. en tout cas pas comme ça. Mais On devrait faire, peut-être qu'une formule sera trouvée. on devrait faire ce podcast tous les ans ou tous les 2 ans pour faire une mise à jour des tendances actuelles. Et Oui. ça pourrait être pas mal pour comprendre. On est dans une région en mouvement, comme on dit. Exactement. Donc Vivons. voilà, c'est intéressant. Très bien. Mais merci beaucoup, Dylan. Merci à toi. Pour cette émission. Et on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode de notre série podcast, Le Retour au pays. Merci. À très vite. À très bientôt.